J'étais en appel Zoom pour un nouvel emploi quand mon mari est entré et a ricané, personne ne t'embauchera. L'intervieweuse à l'écran s'est figée, puis m'a souri. Est-ce votre mari? Je me souviens de lui. Puis elle m'a dit pourquoi. Le silence dans la maison était une entité vivante. Il avait grandi pendant 12 ans, s'enracinant dans les espaces entre les trajets pour l'école et les entraînements de football, entre les lessives et les courses à l'épicerie. Pour Léa Morgan, ce silence avait autrefois été un réconfort, le bourdonnement paisible d'une vie bien gérée. Maintenant, c'était une pression dans ses oreilles, un rappel constant d'un monde qui avançait sans elle. Ses enfants, Evan et Maya, étaient désormais des adolescents, plus intéressés par leurs amis et leur téléphone que par elle. La maison, une vaste demeure coloniale de 2 étages dans la verdure soignée d'une banlieue de Chicago, ressemblait moins à un foyer qu'à un musée vide d'une vie qu'elle avait vécue. C'est pourquoi elle était là, dans la chambre d'amis qu'elle avait transformée en bureau improvisé. La pièce sentait la peinture fraîche et une tension nerveuse. Un nouvel ordinateur portable reposait sur un simple bureau blanc. Son écran était un portail vers un monde dont elle ne faisait plus partie depuis avant la naissance d'Evan. Aujourd'hui était le grand jour. L'entretien final, un poste de chef de projet chez Prescott Dynamics, l'une des entreprises technologiques les plus innovantes de la ville. La description du poste était un langage qu'elle essayait de réapprendre. Méthodologie agile, intégration des parties prenantes, direction d'équipe interfonctionnelle. Elle lissa le devant de son blazer bleu marine pour la 10e fois, ses doigts traçant le revers impeccable. Elle avait l'impression de porter un costume. Un scintillement sur l'écran attira son attention. Un nouvel email. Son cœur bondit dans sa gorge. C'était le lien de confirmation de la vice-présidente des opérations elle-même, Veronica Prescott. Léa, j'attends avec impatience notre discussion à 10h du matin CST. Veronica. Le nom à l'écran était un symbole de tout ce qu'elle voulait être. Puissante, décisive, maîtresse de son propre destin. La porte grinça en s'ouvrant. Chris se tenait là, une tasse de café à la main, un sourire narquois aux lèvres. Il était déjà habillé pour sa journée de directeur marketing de niveau intermédiaire, son costume impeccable, sa cravate parfaitement nouée. Il examina sa petite installation. Le bureau, la lampe annulaire qu'elle avait achetée. La bibliothèque soigneusement organisée derrière sa chaise. « Tu joues au bureau, ma chérie ?» demanda-t-il. Les mots étaient légers, mais ils tombèrent comme des pierres. Léa força un sourire crispé. « Je me prépare, c'est le dernier tour. » C'est vrai, c'est vrai. Prescott Dynamics. Il prit une gorgée de café, ses yeux balayant son visage avec un détachement troublant, presque clinique. La cour des grands. Tu es sûre d'être prête pour ça? Ce n'est pas comme diriger l'association des parents d'élèves. Tu sais, ils vous mangent tout cru dans ce monde. Chaque mot était une pique soigneusement placée, déguisée en inquiétude. C'était sa spécialité. Pendant des années, il avait été l'architecte de sa confiance et son expert en démolition. Il l'avait encouragé à rester à la maison, l'avait félicité pour avoir créé une vie parfaite pour la famille, puis, lentement, insidieusement, avait utilisé ce choix comme une arme contre elle. Ses compétences étaient rouillées. Son réseau était inexistant. Elle ne comprendrait pas la nouvelle culture. Je me suis préparé, Chris. J'ai suivi des cours en ligne. J'ai fait du réseautage avec qui? Les autres mères du club de lecture? Il gloussa, un son sec et méprisant. Il s'approcha du bureau, se penchant sur son moniteur. Laisse-moi te donner un conseil du monde réel. Quand ils te poseront des questions sur les projections du 4e trimestre, quel sera ton angle d'approche sur la pénétration du marché dans le secteur de l'UE? Connais-tu leur principal partenaire logistique? Et leur dernier remaniement de direction? Il lança les questions comme un procureur. L'esprit de Léa se vida. Elle connaissait l'histoire de l'entreprise, sa mission, ses récents lancements de produits, mais ce niveau de détail granulaire, elle ne l'avait pas anticipé. Son estomac se noua. Il vit la lueur de panique dans ses yeux et adoucit son expression, posant une main sur son épaule. Le geste se voulait gentil, mais il semblait lourd, possessif. « Tu vois, c'est de ça que je parle, » dit-il, sa voix baissant à un murmure de fausse sympathie. C'est un monde différent maintenant, Léa. Un bain de sang. Écoute, je suis fier de toi d'essayer. Vraiment. C'est un joli petit projet pour toi, mais ne te fais pas trop d'illusions, d'accord?
Je détesterais te voir déçu. Il lui serra l'épaule, puis quitta la pièce, l'odeur de son parfum cher et de sa condescendance flottant dans l'air. Léa s'effondra dans sa chaise, l'armure soigneusement construite de sa confiance se fissurant. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait ses notes. Il avait recommencé. En moins de 2 minutes, il l'avait expertement démantelée, la laissant se sentir petite, stupide et totalement impréparée. Elle fixa son propre reflet sur l'écran sombre de l'ordinateur portable. Une femme de 42 ans dans un blazer neuf, essayant de prétendre qu'elle était quelqu'un qu'elle n'était pas. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que tout cela n'était qu'un jeu de faux-semblants. Mais ensuite, elle revit le nom sur l'email. Veronica Prescott. Une femme qui n'avait pas demandé la permission. Une femme qui avait bâti un empire. La colère commença comme une lente brûlure dans sa poitrine, une flamme silencieuse qui léchait le brouillard du doute de Chris. Il ne voulait pas qu'elle soit déçue. Non, ce n'était pas ça. Il ne voulait pas qu'elle réussisse. Son confort dépendait de son immobilité, qu'elle reste exactement là où il l'avait placée 12 ans auparavant. Elle prit une profonde inspiration, se redressa et positionna ses mains sur le clavier. Son reflet la regardait, la peur toujours présente, mais maintenant, il y avait autre chose. Une lueur de défi. Elle cliqua sur le lien. L'écran s'illumina. Une salle d'attente. C'était l'heure. La salle d'attente numérique était d'un bleu corporatif stérile. Le logo de Prescott Dynamics tournait de manière hypnotique au centre de l'écran. Léa se concentra sur sa respiration, inhalant l'odeur de peinture neuve et de détermination. Exhalant le goût amer des paroles de Chris. Une profonde inspiration, une longue expiration. Il n'était qu'une voix qu'elle avait laissé devenir le narrateur de sa vie. Aujourd'hui, elle reprenait le contrôle de l'histoire. Soudain, l'écran clignota et elle se retrouva face à Veronica Prescott. La femme était exactement comme Léa l'avait imaginé d'après son profil LinkedIn, mais infiniment plus redoutable. Ses cheveux sombres étaient coupés en un carré net et élégant qui encadrait un visage aux yeux intelligents et perçants. Elle portait une simple robe noire sans manches, ses seuls bijoux étant une paire de sévères boucles d'oreilles en argent. Derrière elle, la ligne d'horizon de Chicago s'étendait depuis une baie vitrée, un royaume sur lequel elle présidait clairement. « Léa, ravie de vous voir, dit Veronica. » Sa voix était calme, basse et portait un courant d'autorité indéniable. Il n'y eut pas de bavardage, pas de banalité sur la météo. C'était purement professionnel. Merci de m'accorder votre temps aujourd'hui. Merci pour cette opportunité, Madame Prescott, répondit Léa, surprise de la fermeté de sa propre voix. Appelez-moi Veronica. Un léger sourire, presque imperceptible, toucha ses lèvres avant de disparaître. Votre CV est intéressant. 12 ans hors de l'industrie, c'est une interruption significative. La plupart des candidats que je vois avec une telle pause cherchent des postes de débutants. Vous postulez pour un rôle de direction senior. Dites-moi pourquoi vous pensez être qualifié. La question était un test, un défi direct. La voix de Chris résonna dans sa tête. Ce n'est pas comme diriger l'association des parents d'élèves. Léa croisa le regard de Veronica à l'écran. Pendant 12 ans, j'ai été chef de projet, commença-t-elle, sa voix gagnant en force. Mon projet était une famille. J'ai géré une logistique complexe pour 3 emplois du temps différents, négocié constamment avec des parties prenantes multiples et souvent irrationnelles. Une lueur d'amusement dans les yeux de Veronica l'encouragea. J'ai géré des crises allant des visites aux urgences au volcan de dernière minute pour les exposés scientifiques. J'ai supervisé l'allocation budgétaire, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la planification stratégique à long terme. Les compétences de base ne sont pas rouillées, Veronica. Elles ont été testées sous pression dans un environnement 24 juillet. Veronica écoutait, son expression illisible, la tête légèrement inclinée. Un parallèle convaincant, concéda-t-elle. Mais ce n'est pas un volcan d'exposés scientifiques. Nous lançons une nouvelle plateforme logistique dans le trimestre prochain. Les obstacles réglementaires à eux seuls sont un cauchemar. Qu'est-ce qui, dans votre expérience récente, vous prépare à ce niveau de complexité? C'était le moment. Le moment où Chris avait prédit son échec, mais Léa s'était préparée. Pendant des semaines, elle avait dévoré des articles, des rapports de l'industrie et des livres blancs. J'ai vu dans votre rapport du 2e trimestre que vous rencontrez des difficultés avec la conformité au RGPD et la localisation des données en Allemagne et en France,
dit Léa en se penchant légèrement en avant. Votre cadre actuel semble être un modèle américain unique. J'ai fait des recherches sur un cabinet de conseil en conformité basé à Berlin, Regutech, qui se spécialise exactement dans ce type de transition pour le secteur technologique. Leurs études de cas montrent une réduction de 40% des délais de déploiement. Les intégrer serait ma première recommandation. La réponse resta en suspens. Le visage impassible de Véronica se brisa enfin. Elle haussa un sourcil, sincèrement impressionnée. Vous avez bien fait vos recherches. Regutech est sur le radar de mon équipe depuis une semaine. Vous les avez identifiés par vous-même. Une vague de fierté pure et sans mélange submergea Léa. C'était un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Elle l'avait fait. Elle tenait tête. Elle était capable. Elle était. C'est alors qu'elle vit une ombre bouger derrière elle. Dans sa vision périphérique, sur la petite fenêtre montrant son propre flux de caméra, la porte de la chambre d'amis s'ouvrit. Chris entra, tenant un panier à linge. Il était hors de son champ de vision directe, mais parfaitement cadré pour Véronica. Léa portait ses écouteurs. Il supposa qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Il ne réalisa pas que le microphone de son ordinateur portable était allumé, assez sensible pour capter un murmure. Il se pencha près d'elle, sa voix un ricanement bas et méprisant destiné uniquement à elle. Toujours en train de jouer la comédie. Personne ne t'embauchera. Les mots tranchèrent l'air, amplifiés par le microphone. Le sang de Léa se glaça. Le triomphe d'un instant auparavant s'évanouit, remplacé par une vague d'humiliation écrasante et écœurante. Elle tourna brusquement la tête pour lui faire face, les yeux écarquillés d'horreur. Il se contenta de sourire narquoisement, désigna le panier à linge comme si c'était sa seule raison d'être là, et sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Le silence qui suivit fut absolu. À l'écran, Véronica Prescott était figée. Son masque professionnel avait disparu, remplacé par une expression d'immobilité totale. Ses yeux, qui avaient été vifs et analytiques, étaient maintenant fixés sur l'espace où Chris s'était tenu, une étrange lueur sombre naissant en eux. Léa sentit son monde s'effondrer. C'était fini. Tout. Sa chance, son espoir, sa seule occasion de reprendre sa vie en main, détruite par sa cruauté désinvolte. Des larmes lui montèrent aux yeux. Je suis tellement désolé, balbutia-t-elle, cherchant ses mots. Mon mari, il n'a pas réalisé. Véronica leva une seule main élégante, l'interrompant. Son expression changea de nouveau, devenant quelque chose d'illisible, un mélange complexe de glace et de feu. Puis le coin de sa bouche se souleva dans un sourire lent et délibéré qui ne contenait aucune chaleur. C'était le sourire d'un prédateur qui vient de capter une odeur oubliée depuis longtemps. « Est-ce votre mari ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. « Chris Morgan ?» Elle se pencha plus près de sa caméra, ses yeux plongeant dans ceux de Léa. « Je me souviens de lui. » Léa resta immobile, piégée dans le feu croisé du passé et du présent. L'air de la pièce semblait épais, irrespirable. La remarque ricanante de Chris était une blessure, mais la reconnaissance glaçante de Véronica était une lame qui s'y tordait. L'humiliation se mua en une terreur froide et paralysante. Que voulait-elle dire? Elle se souvenait de lui. « S'il vous plaît, » dit Véronica, sa voix un ordre plat et calme. « Montez le volume de vos haut-parleurs. Je veux que vous entendiez ça. » Confuse et engourdie, Léa tâtonna avec les commandes, cliquant sur l'icône du volume jusqu'à ce qu'il soit au maximum. Un léger bourdonnement électronique emplit la pièce. « Il y a 15 ans, je n'étais pas chez Prescott Dynamics, commença-t-elle. J'étais chef de projet senior dans une petite start-up technologique plus modeste à Boston, appelée Helio Solutions. C'était mon premier grand rôle de direction. Je faisais des semaines de 100 heures, je dormais sous mon bureau. Je vivais et respirais ce travail. Nous étions sur le point de faire une percée. Un algorithme de compression de données propriétaires qui allait tout changer pour nous. » Léa écoutait, son propre désastre momentanément oublié, captivée par l'intensité de la voix de Véronica. Ce n'était plus un entretien. C'était une confession, un règlement de compte. Je dirigeais le projet. C'était mon bébé, ma recherche, mon architecture, ma conception. J'avais une petite équipe, principalement des analystes juniors, des jeunes brillants et enthousiastes. L'un d'eux était particulièrement charmant, ambitieux. Il était doué pour faire le café, pour flatter les dirigeants,
pour vous dire exactement ce que vous vouliez entendre. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'étirer. Son nom était Chris Morgan. Le souffle de Léa se coupa. Un rugissement emplit ses oreilles. La semaine avant la présentation finale au conseil d'administration, celle qui devait garantir notre financement de série B, j'ai attrapé une grippe virulente, continua Véronica, sa voix dénuée d'émotion. J'étais cloué au lit, incapable même de regarder un écran. Je faisais confiance à mon équipe. Je lui faisais confiance. J'ai demandé à Chris de compiler toutes mes recherches, mon code et mes diapositives de présentation dans un seul fichier pour que le conseil puisse les examiner en mon absence. Il était si serviable, si attentionné. Il a promis qu'il s'occuperait de tout. L'histoire se déroula, chaque mot une pierre parfaitement placée, construisant un monument à une trahison que Léa ne pouvait pas comprendre. Véronica expliqua comment Chris avait travaillé tout ce week-end, non pas à compiler son travail, mais à retirer méticuleusement son nom et les métadonnées de chaque fichier. Il renomma tout le projet, les 18 mois du travail de sa vie, comme étant le sien. Il fabriqua ensuite une chaîne de mais, faisant croire que Véronica était devenue erratique et peu coopérative, qu'elle avait abandonné au moment le plus critique. Lundi matin, pendant que j'étais chez moi avec 42 fièvres, Chris Morgan est entré dans la salle du conseil et a présenté mon algorithme comme son chef-d'œuvre, dit Véronica, sa voix baissant à un murmure de fureur froide. Il leur a dit que j'avais abandonné le projet. Il était le héros qui était intervenu pour sauver l'entreprise. Le conseil, paniqué à l'idée du financement, a tout gobé. Le temps que je sois assez bien pour retourner au bureau le mercredi, ma carte d'accès avait été désactivée. Mes affaires étaient dans une boîte au poste de sécurité. J'ai été licencié pour manquement grave à mes défections. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme qu'elle avait épousé, le père de ses enfants, l'homme qui qualifiait ses rêves de « joli petit projet », était un voleur calculateur et impitoyable qui avait bâti sa carrière sur les cendres de celle d'une autre femme. Tout prenait un sens horrible. Son sabotage subtil et constant, son besoin de la voir comme petite et incapable. Ce n'était pas seulement une question de contrôle, c'était une question de peur. Il ne pouvait pas supporter qu'elle réussisse car, au fond de lui, il savait qu'il était un imposteur. J'étais dévasté, admit Véronica, une lueur de douleur ancienne traversant ses traits. Je n'avais aucune preuve. Il avait été méticuleux. Il avait effacé les serveurs. C'était ma parole contre la sienne, et j'étais celle qui avait disparu. Ça a failli me briser, mais ça ne l'a pas fait. Ça m'a alimenté. J'ai tout recommencé. J'ai travaillé 2 fois plus dur. J'ai créé ma propre entreprise, et je n'ai jamais oublié le nom de Chris Morgan. Léa retrouva enfin sa voix, un murmure étranglé. Je ne savais pas, bien sûr que non, dit Véronica, son ton s'adoucissant avec une empathie surprenante. Les hommes comme lui sont des maîtres de la double vie. Ils ont besoin d'un foyer calme et solidaire où se retirer. Un endroit où leur masque n'a jamais à tomber. La façon dont vous vous êtes défendu. La façon dont vous avez traduit votre vie en expérience. J'ai vu une survivante en vous avant même qu'il n'entre dans cette pièce. Ce qu'il vient de vous faire, c'est ce qu'il est. Il étouffe toute lumière qui n'est pas la sienne. Véronica se renversa dans son fauteuil. La ligne d'horizon de Chicago, une toile de fond d'acier et de verre derrière elle. Sa décision était prise. Léa, je vous offre le poste. Le poste de chef de projet est à vous, avec effet immédiat. Et je ne vous l'offre pas par pitié. Je vous l'offre parce que vous avez une colonne vertébrale en acier que vous ne faites que redécouvrir. Vous avez survécu 12 ans avec un homme comme ça. Ce monde de l'entreprise sera une promenade de santé. Léa resta bouche bée, les larmes brouillant maintenant l'écran. Véronica n'avait pas fini. Elle se pencha de nouveau en avant, ses yeux brillants d'un feu vieux de 15 ans. Mais ce n'est pas tout. Vous et moi, nous avons un intérêt commun maintenant. Il a pris mon passé et il a empoisonné votre présent. Je pense qu'il est temps qu'il fasse face aux conséquences pour les deux. Nous allons obtenir ma justice, et vous allez obtenir votre liberté. L'appel Zoom prit fin, replongeant la pièce dans son silence suffocant. Léa resta assise, fixant l'écran vide. Les mots de Véronica résonnaient dans le calme soudain. Nous allons obtenir votre liberté. C'était une promesse si vaste, si terrifiante, si libératrice qu'elle ne pouvait pas la traiter pleinement. Son esprit était un tourbillon d'images.
Le visage de Véronica, froid de rage. Un Chris plus jeune, charmant et ambitieux, et son propre reflet, une femme qui avait passé plus d'une décennie à vivre dans un mensonge soigneusement construit. Le choc commença à s'estomper, remplacé par une vague de fureur glaciale. Elle n'était pas chaude et explosive, mais froide et tranchante, un éclat de glace se formant dans son cœur. Chaque compliment déguisé, chaque ricanement méprisant, chaque fois que Chris l'avait fait se sentir inadéquate, tout se mit en place. Il ne s'agissait jamais d'elle. Il s'agissait de lui, du besoin désespéré et frénétique de maintenir la fiction de son propre succès. Elle se leva, son mouvement raide et robotique. Elle sortit de la chambre d'amis et descendit le couloir, le tapis moelleux étouffant ses pas. Elle le trouva dans le salon, allongé sur le canapé en cuir, les pieds sur la table basse, regardant une émission de faits saillants sportifs sur l'immense téléviseur à écran plat. Il leva les yeux quand elle entra, un air suffisant et satisfait sur le visage. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, sans même prendre la peine de couper le son de la télévision. « J'espère qu'ils t'ont ménagé. » Léa se dirigea vers le centre de la pièce et s'arrêta, les bras croisés. Elle ne dit pas un mot. Elle le regarda simplement, laissant le silence s'installer, le laissant sentir le changement d'atmosphère. Il coupa finalement le son de la télévision, son sourire narquois vacillant en voyant son expression. « Qu'est-ce que tu as ? Tu t'es planté à ce point. »« Je viens de raccrocher avec Véronica Prescott, » dit Léa, sa voix égale et froide. « Ah. Et elle m'a raconté une histoire, Chris, sur une petite entreprise de technologie à Boston, un endroit appelé Helio Solutions. » Le changement en lui fut instantané et profond. La couleur quitta son visage, laissant sa peau d'un gris pâteux et maladif. La confiance suffisante s'évanouit, remplacée par une lueur de panique animale pure dans ses yeux. Il se redressa, retirant ses pieds de la table basse. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il, sa voix un râle à moitié étranglée. Il essayait d'être méprisant, mais cela sonnait comme une défense. « Vraiment ?» Léa fit un pas de plus. Un analyste junior ambitieux, un chef de projet brillant qui a attrapé la grippe au pire moment possible. Un algorithme volé. Est-ce que quelque chose de tout ça te dit quelque chose ? Elle est folle, balbutia-t-il, cherchant une défense. Cette femme était instable. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle m'en voulait depuis le premier jour. Elle a probablement gardé une rancune pendant toutes ces années. Tu ne peux pas croire un mot de ce qu'elle dit. C'était une leçon magistrale de manipulation psychologique. Une performance qu'il avait perfectionnée au fil des ans de mariage. Mais le charme était rompu. Les mots étaient creux, pathétiques. Léa le voyait non pas comme son mari, mais comme un menteur acculé. Le plus drôle, Chris, c'est que je crois chaque mot, dit-elle, sa voix baissant. Parce que ça explique tout. Ça explique pourquoi tu n'as jamais pu supporter de me voir réussir quoi que ce soit. Pourquoi tu devais éroder ma confiance morceau par morceau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Un homme qui construit sa vie sur un mensonge ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un autour de lui qui dit la vérité. Elle se tourna et quitta le salon, se dirigeant vers leur chambre. Il se leva du canapé et la suivit, sa panique se transformant en colère. « Où vas-tu, Léa ? Tu es ridicule. Tu vas gâcher toute notre vie à cause d'une histoire d'une ex-collègue amère. » Elle l'ignora, sortant un sac de voyage du haut du placard et le jetant sur le lit. Elle commença à ouvrir les tiroirs, sortant des vêtements avec des mouvements vifs et saccadés. Jeans, pull, sous-vêtements. Sa façade se fissura enfin, le masque soigneusement construit du mari attentionné se brisant pour révéler l'homme hargneux et arrogant en dessous. « Très bien, » cria-t-il, sa voix rauque. « Et alors, si je l'ai fait ? Et alors ? Tu crois que ce monde fonctionne avec des trophées de participation ? J'ai fait ce que je devais faire. J'étais plus intelligent qu'elle, plus rapide. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. C'est comme ça que le jeu se joue. » Léa se figea, un pull serré dans sa main. Elle se tourna pour lui faire face, son expression un mélange de dégoût et de chagrin. « Le jeu ? Tu as détruit sa carrière, Chris. Tu as bâti notre vie sur un crime. Pour nous, rugit-il, s'avançant vers elle, le visage déformé par la rage. Je l'ai fait pour nous. Tu crois que cette maison s'est payée toute seule ? Les écoles privées pour les enfants, les vacances à Aspen. Tu as profité de tout ça, Léa. Tu n'as jamais demandé d'où venait l'argent, n'est-ce pas ?
Tu étais parfaitement heureuse d'encaisser les chèques que mon cri m'a fournis. Il avait raison, et c'était le coup le plus cruel de tous. Elle avait été une bénéficiaire consentante, bien qu'ignorante. La prise de conscience fut un coup de poing dans l'estomac, mais cela ne changeait rien au présent. Plus maintenant, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Elle ferma le sac d'un geste final et décisif. Elle passa devant lui, attrapant son sac à main et ses clés sur la commode. Il lui attrapa le bras. Sa prise était forte, douloureuse. Tu ne franchiras pas cette porte. Nous allons nous asseoir et en parler comme des adultes. Léa baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis les releva vers son visage. Toute la peur avec laquelle elle avait vécu pendant des années, la peur de sa désapprobation, de sa déception, de sa colère, avait disparu. Il n'y avait plus rien à craindre. Elle avait déjà vu le pire de lui. « Lâche-moi, Chris, dit-elle, sa voix calme et mortellement silencieuse. Il vit le regard dans ses yeux, et pour la première fois, ce fut lui qui eut peur. Sa main tomba. Elle sortit de la pièce, descendit les escaliers et se dirigea vers la porte d'entrée, son sac de voyage heurtant sa jambe. La vie qu'elle avait connue était terminée, et elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Le claquement de la porte d'entrée résonna avec la finalité d'un coup de marteau de juge. Léa ne regarda pas en arrière. Elle descendit d'un pas décidé l'allée en briques, ses clés serrées si fort dans sa main que le métal lui mordait la paume. La rue de banlieue paisible avec ses boîtes aux lettres identiques et ses pelouses parfaitement entretenues lui semblait maintenant étrangère, comme un décor de film dont elle ne faisait plus partie. Elle jeta son sac sur le siège passager de sa minivan, le symbole par excellence de sa vie domestique, et se glissa derrière le volant. Le moteur démarra avec un grondement familier et réconfortant. Alors qu'elle s'éloignait du trottoir, son téléphone vibra sur la console. Un texto de Chris. Léa, reviens. On peut arranger ça. Elle l'ignora, son pied appuyant plus fort sur l'accélérateur. Les maisons se brouillèrent en une traînée verte et beige. Une autre vibration. Je suis désolé. J'ai été un idiot. S'il te plaît, parle-moi. Les excuses étaient aussi creuses que l'homme qui les envoyait. Ce n'était pas du remords. C'était de la gestion de crise. Elle s'engagea sur la route principale menant à l'autoroute, la porte d'entrée du centre-ville de Chicago. Cela ressemblait à une véritable voie d'évasion. La ville, qui avait toujours semblé être le territoire de Chris, un monde de gratte-ciel et de déjeuner d'affaires où elle n'avait pas sa place, était maintenant un sanctuaire. Une troisième vibration, le ton plus insistant. Tu es hystérique. Ne gâche pas 15 ans pour rien. Les mots allumèrent une nouvelle étincelle de colère. Rien. Il venait d'avouer un acte de fraude et de sabotage qui avait défini sa carrière, et il appelait ça « rien ». Elle attrapa le téléphone, son pouce planant au-dessus du bouton de blocage. Pas encore. Laissons-le montrer tout son jeu. Sa destination était l'appartement de son amie Zoé Williams dans le quartier de Lincoln Park. Zoé était sa seule véritable confidente, une graphiste qui avait divorcé de son propre mari toxique 5 ans auparavant. C'est elle qui avait encouragé Léa à chercher un emploi, qui avait relu son CV et lui avait répété encore et encore qu'elle était plus qu'une simple épouse et mère. Alors qu'elle s'engageait sur l'île 90, le paysage de banlieue cédant la place à l'étendue urbaine tentaculaire, les textos prirent une tournure plus sombre. Où vas-tu? Tu es avec quelqu'un. L'insinuation était si manifestement absurde qu'elle en était presque risible. Son esprit ne pouvait traiter la trahison que dans les termes qu'il comprenait le mieux. Le dernier texto, alors qu'elle dépassait à toute vitesse la sortie de l'aéroport OR, lui glaça le sang. Tu ne peux pas me faire ça, Léa. Je ne te laisserai pas faire. Ce n'était pas une supplication. C'était une menace. C'en était trop. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit son contact, fit défiler vers le bas et appuya sur « Bloquer cet appelant ». Une fenêtre pop-up demanda confirmation. Elle appuya sans hésitation. L'acte de couper les ponts était un petit geste numérique, mais il semblait monumental, comme couper une corde qui avait été autour de son cou pendant des années. Puis, un éclair de phare dans son rétroviseur. Une berline gris foncé, exactement comme celle de Chris. Elle serpentait dans le trafic, réduisant la distance à une vitesse alarmante. Son cœur martelait contre ses côtes. Était-ce lui? Avait-il quitté la maison juste après elle? Elle appuya sur l'accélérateur, la minivan gémissant alors qu'elle accélérait et changeait brusquement de voie.
La berline grise suivit, ses mouvements agressifs et délibérés. C'était une course-poursuite. La panique la saisit. L'autoroute était un flou de feux arrière et de béton. Il essayait de la rattraper, pour quoi faire? La forcer à sortir de la route, l'intimider pour qu'elle fasse demi-tour. Elle vit sa sortie approcher, un virage serré à droite. Sans clignoter, elle tourna brusquement le volant, les pneus crissant de protestation alors qu'elle traversait 2 voies de circulation. Les klaxons retentirent autour d'elle. Elle risqua un coup d'œil dans le rétroviseur. La berline grise, prise au dépourvu, dépassa la sortie, piégée dans le flot de la circulation. Elle l'avait semé. Elle s'arrêta dans une rue latérale quelques pâtés de maisons plus loin, son corps secoué de tremblements incontrôlables. Elle appuya son front contre le volant, prenant des respirations saccadées et haletantes. La réalité de ce qu'elle venait de faire s'abattit sur elle. Elle avait quitté sa maison. Elle avait quitté son mari. Elle venait d'être poursuivie sur une autoroute comme une fugitive. Après quelques minutes, l'adrénaline commença à se dissiper, laissant une douleur creuse dans son sillage. Elle redémarra la voiture et conduisit le reste du trajet jusqu'à l'appartement de Zoé en pilote automatique. Zoé lui ouvrit sans un mot, sa voix à l'interphone un phare calme. Quand la porte de l'appartement s'ouvrit, Zoé jeta un coup d'œil au visage pâle de Léa et au sac de voyage dans sa main et lui ouvrit simplement les bras. Léa s'effondra dans l'étreinte, et pour la première fois de la journée, elle s'autorisa à craquer. Les sanglots vinrent par grandes vagues haletantes, pour les années qu'elle avait perdues, pour le mensonge qu'elle avait vécu, pour l'avenir terrifiant et incertain qui l'attendait. Zoé la serra simplement, lui caressant les cheveux. « Tu es en sécurité maintenant », murmura Zoé. « Tu es en sécurité. » Dans la chaleur de l'appartement de son ami, entouré d'art vibrant et de l'odeur de térébenthine, avec le bourdonnement lointain et régulier de la ville en toile de fond, Léa sentit enfin la vérité de ses mots. Elle était partie. Elle était libre. Et elle était prête pour tout ce qui allait suivre. Le lendemain matin, Léa se tenait devant la tour de verre et d'acier étincelante du bâtiment de Prescott Dynamics. Elle s'élevait dans le ciel gris de Chicago, un monument au genre de pouvoir et d'ambition qu'elle n'avait jamais observé que de loin. Hier, ce bâtiment était le symbole d'un rêve. Aujourd'hui, c'était le siège de sa nouvelle vie et de sa nouvelle alliée. Le bureau de Veronica Prescott était au dernier étage. C'était moins un bureau qu'un centre de commandement, avec des vues panoramiques sur la ville et la rivière Chicago qui serpentait en contrebas. Veronica l'accueillit non pas avec une poignée de main, mais avec un signe de tête vers un fauteuil en cuir et une tasse de café noir, qu'elle posa sur la table entre elles. « Comment allez-vous » demanda Veronica, son regard direct et scrutateur. « Je l'ai quitté » dit Léa. Les mots restèrent en suspens, solides et réels. Il a tout avoué. Un air de satisfaction sinistre traversa le visage de Veronica. Je ne suis pas surprise. Les hommes comme Chris sont des égaux comme des châteaux de verre. Il ne faut pas grand-chose pour les faire voler en éclats. Elle s'assit en face de Léa. C'est la partie difficile, Léa. Les retombées émotionnelles. Mais la partie stratégique vient ensuite, et c'est là que nous avons l'avantage. Nous avons besoin de preuves. Des preuves indéniables et concrètes de ce qu'il a fait chez Helio Solutions. Mais vous avez dit qu'il avait effacé les serveurs, objecta Léa, une vague de désespoir familière menaçant de monter. Ça fait 15 ans. Comment pourrions-nous trouver quoi que ce soit? Parce que les criminels, surtout les plus arrogants, gardent souvent des trophées, dit Veronica, une lueur froide dans l'œil. Ou dans le monde de l'entreprise, ils gardent une assurance. Ils n'auraient pas tout supprimé. Il aurait gardé une copie du projet original, mon projet, quelque part, comme une contingence, un moyen de prouver que le travail était le sien si quelqu'un de l'ancienne équipe le contestait un jour. Il l'aurait caché, bien sûr, mais il ne l'aurait pas détruit. Sa fierté ne le lui aurait pas permis. Veronica pivota sur son fauteuil et appuya sur un bouton de son interphone de bureau. « Daniel, pourriez-vous nous rejoindre ?» Un instant plus tard, un homme entra dans le bureau. Il avait la fin de la quarantaine, avec une allure calme et discrète qui contrastait totalement avec l'intensité de son regard. « Léa Morgan, voici Daniel Shaw, » dit Veronica. « Il est notre chef de la sécurité d'entreprise. Avant cela, il a passé une décennie dans la division de la cybercriminalité du FBI. Daniel, Madame Morgan a besoin d'accéder légalement à son réseau domestique pour rechercher de vieux fichiers cachés. » Daniel fit un signe de tête à Léa.
Madame Morgan, votre mari. Est-il doué en technologie? Il est directeur marketing dans une entreprise de technologie, répondit Léa. Ce n'est pas un programmeur, mais il s'y connaît en réseau. Il a installé tout notre système domestique, les ordinateurs, les sauvegardes dans le cloud, tout. Bien, dit Daniel, à la surprise de Léa. Les amateurs qui se croient experts laissent toujours le plus de traces. Il approcha une chaise de la table. Nous ne pouvons pas pirater ces appareils personnels. Ce serait illégal et compromettrait toute preuve que nous trouverions. Mais vous êtes toujours sa femme et avez le droit légal d'accéder aux biens familiaux partagés. Avez-vous les identifiants de connexion pour votre réseau Wi-Fi domestique? Votre stockage cloud partagé, un vieil ordinateur de bureau peut-être? L'esprit de Léa s'emballa. Oui, nous avons un compte cloud familial partagé. Et il y a un vieil ordinateur de bureau au sous-sol, une grosse tour PC. Nous ne l'avons pas utilisé depuis des années, mais il est toujours connecté au réseau. Il contient des archives de tous nos anciens ordinateurs. Les yeux de Daniel s'illuminèrent. Parfait. Un vieux disque dur oublié est exactement l'endroit où il cacherait quelque chose qu'il voulait garder mais ne jamais regarder. Le plan qu'ils conçurent était simple, mais semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage. Léa, utilisant son ordinateur portable dans le bureau de Véronica, se connecterait à distance au réseau domestique. Daniel la guiderait via un appel vidéo sécurisé, partageant son écran pour qu'il puisse voir son bureau, lui expliquant comment naviguer dans les structures de fichiers labyrinthiques de la vieille machine. La clé était la vitesse. Il devait supposer que Chris finirait par penser à effacer complètement les disques. La course était lancée. De retour dans une petite salle de conférence privée, les mains de Léa tremblaient alors qu'elle tapait l'adresse IP de son réseau domestique. L'écran de connexion apparut. Ses doigts volèrent sur le clavier, entrant le mot de passe familial qu'elle connaissait depuis une décennie. Evan Maya 2008. Accès accordé. Ok, je suis dedans, murmura-t-elle dans son casque. Bien, répondit la voix calme de Daniel depuis les haut-parleurs de son ordinateur portable. Maintenant, naviguez jusqu'au disque C de l'ordinateur du sous-sol. Nous cherchons des profils d'utilisateurs archivés. Le sien en particulier. Pendant l'heure qui suivit, Léa suivit les instructions de Daniel. Son cœur battant à chaque clic. Elle plongea de plus en plus profondément dans l'histoire numérique de son mariage. Vieilles photos de famille, documents fiscaux, liste de lecture de musique oubliée. C'était une excavation étrange et intime. Puis elle le trouva. Un dossier de sauvegarde d'un ordinateur portable que Chris avait utilisé il y a 15 ans. Chercher des fichiers inhabituellement volumineux, cryptés ou protégés par un mot de passe, instruisit Daniel, ou des dossiers avec des noms étranges et non descriptifs. Léa parcourut la liste. Documents, images, musique, puis un seul dossier nommé simplement « Contingence ». Daniel, souffla TL. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Essayez de l'ouvrir. Elle double-cliqua. Une invite de mot de passe apparut. Son esprit se vida. Qu'aurait-il utilisé? Ce serait quelque chose de personnel pour lui, quelque chose d'arrogant. Elle repensa à cette époque, sa première grande promotion, le moment où sa carrière avait décollé. Elle tapa le nom de l'algorithme qu'il avait volé. Elle tapa « Helio ». Rien. Elle essaya l'année, 2007. Rien. Réfléchissez, Léa, l'exhorta la voix de Daniel. Qu'est-ce qu'un narcissique chérit le plus? Elle ferma les yeux. C'était si évident, si simple, si typique de Chris. Elle tapa un nouveau mot de passe. Morgan. Le dossier s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une collection de fichiers. Plan de projet, dépôt de code, diapositive de présentation. Elle cliqua sur le fichier de présentation principal. Un diaporama se chargea sur son écran. La diapositive de titre indiquait « Projet Shimra, un algorithme de compression de données révolutionnaire ». Et en bas, en petites lettres accablantes, il était écrit « Chef de projet, Véronica Prescott ». Les métadonnées du fichier le confirmèrent. Créé par V. Prescott. Dernière modification, 15 octobre 2007. On le tient, murmura Léa, un rire triomphant et larmoyant s'échappant de ses lèvres. Daniel, on le tient. Le piège fut tendu avec une précision froide et corporative. Il n'y aurait pas de confrontation publique désordonnée.
La vengeance de Veronica Prescott n'était pas un plat servi chaud avec de la colère, mais une manœuvre juridique méticuleusement préparée et glaciale. Elle connaissait le PDG de l'entreprise actuelle de Chris, un homme nommé Marcus Thorne, par le biais de divers conseils d'administration de l'industrie. Ils n'étaient pas amis, mais ils partageaient un respect mutuel fondé sur un langage commun de marge bénéficiaire et de valeur pour les actionnaires. Le risque de réputation était un langage que Marcus comprenait parfaitement. Veronica organisa une enquête discrète sur les normes professionnelles par vidéoconférence. Les participants étaient elles-mêmes, Marcus Thorne, à la surprise de Marcus, Léa Morgan, qui fut présentée simplement comme une partie ayant une connaissance directe de l'affaire. Léa était assise à côté de Veronica dans la même salle de conférence où elle avait trouvé les preuves accablantes plus tôt. Elle portait un tailleur gris anthracite impeccable, les cheveux tirés en arrière de manière professionnelle. Elle ne ressemblait en rien à la mère de banlieue qui avait pris ce premier appel Zoom. La femme qu'elle devenait était forgée dans le feu, et elle le sentait dans le battement régulier et calme de son propre cœur. Marcus Thorne apparut sur le grand écran, un homme corpulent d'une 60aine d'années, avec une expression méfiante et intelligente. « Veronica, dit-il, son ton prudent. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une affaire urgente concernant l'un de mes directeurs. » C'est exact, Marcus, répondit Veronica, sa voix calme et autoritaire. Cela concerne votre directeur principal du marketing, Chris Morgan. Nous sommes entrés en possession de preuves suggérant un acte important de vol de propriété intellectuelle et de fraude dans son passé. Des preuves qui indiquent une violation éthique fondamentale qui, je crois, constitue un risque matériel pour votre entreprise. Les sourcils de Marcus se haussèrent. C'est une accusation très grave, Veronica. J'en suis consciente. Veronica partagea son écran et le premier document apparut. C'était une copie numérisée de sa lettre de licenciement d'Helio Solutions, datée d'octobre 2007, citant un « manquement grave à ses fonctions ». Elle afficha ensuite le fichier du dossier « Contingence », la présentation originale du projet Chimera avec son nom clairement indiqué comme chef de projet et les métadonnées prouvant sa paternité. « Comme vous pouvez le voir, expliqua calmement Veronica, ce projet était mon travail. Monsieur Morgan, un analyste junior de mon équipe à l'époque, se l'est approprié et l'a présenté comme le sien, ce qui a directement conduit à mon licenciement et à sa promotion ultérieure. Ce n'était pas un malentendu. C'était un acte délibéré d'espionnage industriel. » Marcus Thorne fixa les documents, son expression se durcissant. Les preuves étaient accablantes. Les métadonnées étaient une empreinte digitale numérique qui ne pouvait être falsifiée. « Je vois, dit-il lentement. » Il resta silencieux un long moment, traitant les implications. Un directeur principal avec un historique de fraude flagrante était un procès, un cauchemar de relations publiques en attente. Je dois lui parler. J'avais anticipé cela, dit Veronica, c'est pourquoi je vous suggère de demander à votre assistant de le joindre à la conférence maintenant, sans préavis. Marcus hocha la tête, sa décision prise. Il tapa un bref message hors écran. Une minute plus tard, une nouvelle fenêtre apparut sur l'appel. Le visage de Chris apparut. Il était dans son bureau à domicile, l'air détendu, un sourire confiant sur le visage en voyant son PDG. Marcus, à quoi dois-je ? Sa voix s'éteignit alors que ses yeux s'adaptaient aux autres participants de l'appel. Il vit Veronica, son visage un masque de jugement froid. Puis il vit Léa, assise juste à côté d'elle, le regardant, non pas avec peur ou colère, mais avec une résolution calme et inébranlable qu'il n'avait jamais vue auparavant. La couleur quitta son visage pour la deuxième fois en une semaine. La façade confiante s'effondra en poussière, révélant l'imposteur terrifié en dessous. Il était sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson hors de l'eau. « Chris, dit Marcus Thorne, sa voix glaciale. Nous examinons une présentation pour quelque chose appelé Projet Chimera. Il semble que ce soit le travail de Veronica Prescott de 2007. Pouvez-vous expliquer pourquoi une copie se trouvait sur votre disque dur personnel et pourquoi la version que vous avez présentée au conseil d'Helio à l'époque portait votre nom ? » Chris balbutia, ses yeux passant des visages à l'écran, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. « Je sais. C'est un malentendu. Elle ment. Elle m'en veut depuis des années. C'est une vendetta personnelle. » Monsieur Morgan, intervint Veronica, sa voix tranchant à travers ses fanfaronnades. Nous avons les fichiers. Nous avons les métadonnées. La trace numérique est indéniable. Le seul mensonge ici est celui que vous vivez depuis 15 ans.
Léa le regarda, ressentant un étrange sentiment de détachement. Cet homme enragé et pathétique à l'écran lui était étranger. Le mari qu'elle pensait connaître avait été une illusion, et l'illusion avait maintenant disparu pour toujours. Marcus Thorne en avait assez vu. C'était un homme d'affaires, et le calcul était simple. Chris était un passif dont il fallait se débarrasser immédiatement et de manière décisive. Chris, dit Marcus, son ton final. Votre explication est insuffisante. Les preuves présentées sont franchement irréfutables. Elles démontrent un schéma de comportement fondamentalement incompatible avec les normes éthiques de cette entreprise. À compter de cet instant, votre emploi est terminé. La sécurité désactivera votre accès au réseau pendant que nous parlons, et des instructions concernant vos effets personnels seront envoyées à votre avocat. Chris resta bouche bée, son visage un masque d'incrédulité et d'horreur. Sa vie professionnelle, le fondement même de son identité, venait d'être démantelé en moins de 10 minutes. Il regarda Léa, un regard désespéré et suppliant dans les yeux. Mais la femme qu'il cherchait, celle qui se serait précipitée à sa défense, n'existait plus. L'appel avec Chris fut terminé. Son visage disparut simplement de l'écran. Marcus Thorne reporta son attention sur Veronica et Léa. Il avait l'air épuisé, mais résolu. « Veronica, Madame Morgan, je m'excuse que vous ayez eu à porter cela à mon attention. L'affaire est réglée. » L'écran devint noir. C'était fini. Léa laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Elle regarda Veronica, qui se pencha et posa une main sur son bras. Ce n'était pas un geste de pitié, mais de solidarité. La première étape est terminée, dit Veronica doucement. Maintenant, votre nouvelle vie commence. 6 mois semblèrent une éternité. L'hiver de Chicago avait laissé place à un printemps vibrant et plein d'espoir, et avec lui, Léa Morgan s'était épanouie. Le bureau élégant et ouvert de Prescott Dynamics était l'endroit où elle passait maintenant ses journées, non pas comme une usurpatrice jouant un rôle, mais comme une chef de projet respectée et confiante. Les compétences qu'elle avait affinées en gérant sa famille, logistique, négociation, gestion de crise, s'étaient transposées sans effort dans le monde de l'entreprise. Elle n'était pas seulement compétente, elle était une leader naturelle. Son expérience de vie lui donnait une perspective calme et empathique que ses plus jeunes collègues admiraient et que ses supérieurs appréciaient. Elle vivait maintenant dans un appartement ensoleillé de 2 chambres dans un gratte-ciel du centre-ville, un endroit qu'elle avait choisi et meublé elle-même. La vue depuis sa fenêtre était un rappel quotidien du chemin parcouru. La ligne d'horizon de la ville qui l'intimidait autrefois lui semblait maintenant une promesse. Ses enfants, Evan et Maya, partageaient leur temps entre son appartement et la banlieue. La transition avait été difficile, mais ils étaient résilients. Ils voyaient une nouvelle version de leur mère, une femme énergique, engagée et sincèrement heureuse, et ils s'épanouissaient grâce à cela. Aujourd'hui marquait la fin officielle de son ancienne vie. Elle était assise en face de son avocat, à une table en acajou poli, alors qu'elle signait la dernière page de son accord de divorce. Chris, par l'intermédiaire de son propre avocat, n'avait rien contesté. Il était un fantôme depuis le jour de son licenciement. Un homme complètement brisé par le démantèlement public de son identité soigneusement élaborée. Le stylo de Léa glissa sur le papier, sa signature un trait ferme et décisif. Il n'y avait ni tristesse, ni regret, seulement un profond sentiment de paix. Elle avait tourné la page. 1 heure plus tard, elle dirigeait une réunion de lancement pour la nouvelle plateforme logistique de l'UE. Le projet même dont elle avait discuté lors de son entretien. Les données du programme pilote de Berlin sont solides, dit-elle, sa voix résonnant avec autorité dans la salle de conférence. L'intégration de Regutech a été un succès. Nous sommes en bonne voie pour un déploiement complet au 3e trimestre. Son équipe écoutait, hochant la tête, prenant des notes. Elle était aux commandes, non pas en raison d'un titre, mais parce qu'elle avait gagné leur respect. Ce soir-là, elle dîna avec Veronica. Elles avaient transcendé leur alliance initiale pour devenir de véritables amis. Leur lien s'était forgé dans le feu partagé de la réparation d'une vieille injustice. Elles étaient assises sur la terrasse sur le toit d'un restaurant, une brise chaude agitant la nappe, les lumières de la ville s'allumant en dessous d'elles. À un lancement réussi, dit Veronica en levant son verre de vin. Au nouveau départ, répondit Léa, trinquant avec Veronica. Elles mangèrent et parlèrent. Pas de travail, mais de la vie, de voyage, de livres, de l'avenir. As-tu eu de ces nouvelles, demanda Léa. La question sortit plus nonchalamment qu'elle ne l'avait prévu.
Elle réalisa qu'elle ne demandait pas par attachement persistant, mais par une simple curiosité détachée, comme on s'enquiert d'un personnage d'un livre qu'on a fini depuis longtemps. Véronica prit une gorgée de son vin. Daniel garde un œil informel pour des raisons de sécurité, dit-elle. L'industrie est plus petite qu'il n'y paraît. L'histoire de ce qui s'est passé a fuité. Personne ne voulait le toucher. Il a vendu la maison à Naperville. Il a dû le faire, avec son indemnité de licenciement pour faute grave et aucun revenu. Aux dernières nouvelles, il est retourné dans sa ville natale en Ohio, a pris un poste de commercial régional dans une petite entreprise de fabrication, une grosse chute. Léa l'imagina. Chris, l'homme qui se nourrissait de l'illusion du pouvoir et du prestige, dépouillé de ses costumes impeccables et de ses titres de direction, retournant vivre à l'endroit qu'il avait si désespérément cherché à fuir. Il n'était pas détruit. Il était simplement diminué, réduit à la taille réelle de son caractère. Il était une note de bas de page dans une histoire qui était maintenant la sienne. La justice, réalisa-t-elle, n'était pas toujours une explosion dramatique. Parfois, c'était juste la conséquence silencieuse et inévitable des propres actions d'une personne. Le serveur débarrassa leurs assiettes, et les deux femmes restèrent assises dans un silence confortable, regardant la ville tentaculaire. Léa traça le chemin de la rivière, un ruban sombre coupant à travers une galaxie de lumière. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 6 mois plus tôt, piégée dans une maison silencieuse, son monde défini par les 4 murs qui l'entouraient. Maintenant, le monde entier lui semblait ouvert. « Merci, Véronica, dit doucement Léa. Pour tout. Vous ne m'avez pas seulement donné un travail. Vous m'avez rendu ma vie. » Véronica sourit. Un sourire sincère et chaleureux qui atteignit ses yeux. Vous l'aviez en vous depuis le début, Léa. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour allumer le microphone. Léa regarda la ligne d'horizon, les tours infinies d'acier et de verre tendant vers les étoiles. Elle ne la regardait plus de l'extérieur, prisonnière dans une cage dorée de banlieue. Elle en faisait partie maintenant. La vue d'en haut, pensa-t-elle, était encore meilleure qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et elle ne faisait que commencer.